qui est donc doctorante, docteur, excuse-moi. Oui, j'ai bien soutenu. C'est ça, je pense déjà à dire des bêtises, et qui en plus a travaillé aussi en postdoctorat sur le même sujet, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Tu me dis hein, dès que je dis des bêtises. Hein. Non, c'est juste. Très bien, c'est juste. Sur l'apprentissage chez les drosophiles. Alors les drosophiles, donc, qui sont des toutes petites mouches, pour ceux qui l'ignorent encore. Voilà, des petits moucherons qui viennent en ce moment sur des petites bananes un peu trop mûres, ou n'importe quel fruit un peu trop mûr, ceux qui viennent nous enquiquiner dans la cuisine. Voilà, c'est beau. Je me suis toujours posé une question très bête, c'est les drosophiles, elles se nourrissent uniquement de fruits, on est d'accord? C'est vraiment des mouches qui vivent sur les fruits? En fait, moi, c'est les lotus qui sont sur les fruits surtout. Et un petit peu les fruits aussi, les larves se nourrissent des fruits, et ce qu'ils adorent surtout, c'est les levures. D'accord, les levures. C'est bon, Daniel Leçon? Tout se passe bien? Ouais, plus ou moins? Ok. Donc, bah écoute, je crois qu'on va partir là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire donc, sur les mécanismes de l'évolution, qui est donc ton sujet? Donc, je te laisse partir, écoute. Merci. Puis, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je vais commencer par vous montrer quelques petits dessins. Donc, vous me dites là si ça joue. Vous voyez les dessins qui sont apparus peut-être à l'écran? Alors, là par contre, il se passe des choses étranges. Là, ce qu'on voit, c'est ton Skype. On voit ta fenêtre Skype. Par-dessus la slide. Par-dessus ta slide. Bon. Il faudrait que tu fermes ta fenêtre Skype en fait. Est-ce que normalement... Alors là, moi je vois que ta slide, mais je sais pas ce que les gens voient. Non, là, c'est pas grave. Les gens ils voient. Okay. Ah oui, l'écran, c'est bon. On voit de toute façon qu'il y a un fichier là, la caméra. Ok. On voit ta slide donc avec les girafes qui ont les coups qui s'allongent, des hommes qui se mettent à marcher et un presque bel arbre qui doit être un arbre de classification. Voilà, donc c'est bien ça. Voilà, donc là on a trois images qui sont de représentation qui viennent assez facilement à l'esprit dès qu'on parle d'évolution. Donc à gauche, hein, c'est dessiné par Haeckel. Donc je ne sais pas trop quel niveau de détail il peut avoir, donc je vous décris rapidement. En fait, c'est un gros tronc. Et tout en bas, on a des amibes, des infusoires, des vers. Un peu à gauche, un peu plus haut, on a des plantes, etc. On monte, on trouve des animaux. D'abord ceux qui ont de squelette, après ceux qui ont squelette, des mâchoires. À droite, par ici, on a des reptiles, des crocodiles, des oiseaux. Et puis par là, puis plus on avance, plus on arrive vers les animaux, on va dire évolués, et avec tout en haut le plus évolué de tous, l'homme. L'homo sapiens sapiens. Voilà. Donc, juste une petite chose, Virginie, les animaux, donc cette représentation-là date du milieu du 19e siècle, c'est ça, à peu près? Oui, 1874 pour être exact. Et en fait, là, donc, tous les animaux, ils sont classifiés d'un point de vue purement morphologique, donc leur aspect physique. Oui, c'est ça. Okay. Donc les reptiles sont des animaux à écailles, les mammifères des animaux à poils, etc. C'est comme ça que l'arbre est conçu. D'accord, voilà. C'était juste ça ce que je voulais savoir, je t'en prie. Oui, tout à fait. Et voilà, tout en haut, donc on a plusieurs primates, hein, et à la fin on a gorille, orang-outan, chimpanzé, et puis tout en haut là. Donc voilà, à droite on a des dessins de girafes. Alors ils n'ont pas été faits par la marque, je pense, mais ils représentent une idée qui a été développée par lui. Donc selon laquelle les girafes à l'origine avaient un cou court, et puis en étirant leur cou, elles avaient, parce qu'une girafe avait bien tiré sur son cou toute sa vie, elle avait un descendant qui avait un cou un petit peu plus long qu'elle, et lui-même tirait bien sur son cou toute sa vie pour attraper des feuilles, et puis il avait un descendant qui avait un cou encore un petit peu plus long grâce à ça, etc., jusqu'à ce que les girafes aient leur long cou actuel. Et la dernière image, alors celle-là c'est peut-être une de celles qui est la plus répandue, on la trouve sur tous les t-shirts geeks qui ont fait à l'évolution. On a une espèce de gibbon là au début, ensuite un chimpanzé, ensuite un truc qui ressemble à un chimpanzé qui se redresse, et puis petit à petit on arrive à un homme qui marche avec des outils. On appelle ça représentation d'un progrès. Donc, attends, là je t'ai pas bien entendu, excuse-moi Virginie, tu peux reprendre ce que tu viens de dire, la toute fin. J'ai entendu jusqu'au moment où l'homme marche avec des outils et ensuite on t'a parlé de l'évolution. La présentation
La marche de... Alors, La marche progrès. La marche de progrès, d'accord. Voilà, marche de progrès. Mais là, ton son est un peu loin, excuse-moi, mais est-ce que tu as possibilité de rapprocher ton micro ou quelque chose? Ça marchait très bien. Là, c'est bien, vas-y, continue comme ça. Ok. Ok. Est-ce que tu peux... Ouais. Oui, donc là, la marche de progrès, et c'est censé représenter l'évolution de la lignée humaine. Là, ton son coupe à fond. Je suis désolée. Je ne sais pas si c'est ton micro qui est loin ou si c'est nous qui galérons, mais... C'est un problème de débit. Un problème de débit. Parce que moi, j'ai rien tout et je n'ai même pas les moyens de bouger le micro, en fait. D'accord. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. D'accord. Bon, non, t'entends bien, c'est juste que ça crépite et ça coupe, quoi. Alors, l'ingé son fait des trucs bizarres, il parle, il grogne, il râle, il descend, il revient. Je fais en pause pendant ce temps-là, je danse. Non, pour te dire, bah, de toute façon, on continue. Le son que tu entends, c'est le son. Vraiment, moi j'entends les coupures aussi pareil. De toute façon, ce que tu entends là, c'est ce qui est en bas qui retourne sur bien. Ok, mais tu n'auras pas moyen de l'améliorer. Bah, je vais voir en bas si on est en Très train bien. de faire des trucs. Ok, bon, on va revenir avec des seuils de débit. Bon, refais un petit coup, voir comment ça passe. Donc, ouais, la marge de progrès. Donc, la marche de progrès. Là, ça va, vas-y, continue. L'évolution de la lignée humaine. Et donc, j'invite toutes les personnes qui nous regardent à choisir la représentation de l'évolution qu'ils pensent être la plus juste. Parmi ces trois-là. Qui sont toutes les trois valables, même si... Qui sont toutes les trois, disons, très communément représentées. C'est-à-dire que quand on parle d'évolution, c'est vrai que les gens, ce qu'ils voient, c'est... la première chose à laquelle on pense, c'est la marche au progrès. D'ailleurs, il suffit juste de le voir, une petite silhouette comme ça, imprimée sur un t-shirt, pour tout de suite savoir qu'il y a une idée d'évolution derrière, qu'il y a des animaux primitifs et que l'homme est le plus évolué. Donc voilà, donc derrière votre écran, je vous invite à choisir celle que vous préférez, celle la plus juste parmi toutes celles-là. Et puis maintenant, voilà, on va regarder laquelle est réellement la plus juste. Aucune. Aucune. Ah bah voilà, nous voilà bien. Donc, l'évolution, on ne peut pas la représenter sous ces formes-là. Aucune de ces formes n'est juste. Elles sont toutes erronées, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Il faut partir sur des représentations qui sont vraiment différentes. Donc, ce qu'on va faire là, maintenant, ce soir, on va d'abord observer, on va essayer de comprendre un petit peu les mécanismes de cette évolution et voir à quel type de représentation ça va nous mener. Donc, d'abord, pour comprendre ces mécanismes, on va observer une type domestique. Ensuite, on va se servir de cette observation aussi pour définir les moteurs de l'évolution, il y en a 4. Et puis, en conséquence de tout ça, on va regarder à quoi ressemble l'arbre du vivant et ça va nous donner un petit peu une idée de la famille du vivant à laquelle on appartient. Donc, c'est parti. Allons-y. Donc, si on commence par regarder une espèce domestique, le chien, on voit qu'il y a des tas de chiens différents. Il y en a des gros, il y en a des petits, ils ont tous des couleurs différentes. Il y en a des qui ont des grandes pattes et des poils courts, d'autres des toutes petites pattes et des poils longs. Il y a vraiment des museaux courts, des museaux longs. Il y a un petit peu vraiment tout ce qu'on veut comme race de chien. Et ce qui est amusant, c'est que tous ces chiens ont le même ancêtre qui était le loup. C'est-à-dire que d'une espèce relativement homogène, tout le monde sait reconnaître un loup de Google, on a en quelques milliers d'années réussi à sélectionner des centaines de races de chiens qui sont toutes extrêmement différentes les unes des autres. Un chihuahua et un chien berger, un simple race, vous n'avez jamais vu de chien, vous ne penseriez même pas qu'il s'agit de la même espèce. Alors, voilà, alors qu'il s'agit bel et bien de la même espèce, c'est-à-dire que toutes les races de chiens peuvent croiser entre elles, il n'y a aucun problème de chiots en croisant les races de chiens. Si on regarde ce qui se passe au niveau des chats, on voit aussi que par sélection,
là, on a eu une évolution de la morphologie de certaines races de chats en quelques dizaines d'années. Ça, c'est deux chats qui m'ont appartenu, c'est des siamois. Le premier est 20 ans plus vieux que le second. Bon, les deux sont décédés à l'heure actuelle, hein, mais donc le premier, c'est un type de siamois qui date des années 1980, on va dire, et le deuxième des années 2000. Et ça, c'est juste à l'échelle de quelques dizaines d'années. Et le changement morphologique est déjà observable. D'accord. Voilà. Et là, on peut voir qu'il y a déjà un gros changement, enfin un changement sensible de morphologie avec le profil comme ça, là, avec un au niveau du nez, sur le premier, qui est encore visible, alors que sur le deuxième, le front est bombé, le nez est parfaitement droit. Mais ces deux animaux-là n'avaient pas de lien de parenté. Ils n'étaient pas frères, sœurs, petits-enfants, grands-parents. Non, ils ne pouvaient pas de toute façon, puisque la première avait 20 ans quand le deuxième est né. Oui, mais ça pouvait être le petit-fils ou ce genre de choses. Oui, soit la même lignée, mais d'accord. Non, ils ont certainement un lien de parenté éloigné, parce que bon, voilà, c'est tous les deux des chats siamois, mais puis dès qu'on monte un petit peu les pédigrés, tous ces animaux de race, on trouve pas mal de consanguinité aussi. Oui, bien sûr. Mais non, là, mais ça montre bien le travail de sélection qu'ont fait les éleveurs pour, partant du premier, arriver à une morphologie du deuxième, parce qu'il y a 20 ans, tous les siamois à peu près ressemblent. 40 ans, tous les siamois ressemblaient à peu près au premier, et maintenant, si vous voulez un siamois à pédigré, il ressemblera forcément au deuxième. Et tous les deux sont des siamois, il n'y a pas de subtilité au niveau de certains aspects morphologiques ou... Non, tous les deux sont des siamois à pédigré. Et point barre, ok. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est assez impressionnant. À l'échelle d'aussi peu de temps, c'est vrai que je suis surprise. Oui, non, mais c'est vrai que c'est surprenant. Et donc ça, c'est vraiment un travail de sélection de la part des éleveurs. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, ces éleveurs? Ils ont pris une population, si on reprend nos chiens, imaginons les tout premiers humains qui ont réussi à apprivoiser des loups. Donc ils se sont retrouvés avec un groupe de loups apprivoisés qu'ils ont pu faire reproduire entre eux. Et de là, ils ont commencé la première sélection à partir du moment où ils ont choisi lesquels ils allaient faire reproduire pour essayer d'obtenir des petits qui correspondent à une image qu'ils avaient du bon loup, du bon chien, avant que celui-ci devienne réellement un chien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une sélection artificielle, c'est-à-dire que c'est vraiment l'homme qui choisit quels vont être les parents reproducteurs, pourquoi, en fonction de quels critères, par exemple, si on trouve un couple qui a des on peut pouvoir bon. On t'a perdu là. On t'a perdu au niveau du son. Alors, on respire 5 secondes et on y retourne. Vas-y. Vous m'entendez là? Le son coupe à nouveau. Mais vas-y, te laisse pas démonter. Réessaye. Non, mais je vois la il faut faire ça aussi. Ça va presque marcher. Non, donc là, c'est la sélection artificielle. C'est vraiment un homme qui dit quel pour quel critère on va sélectionner, et du coup, quelle reproduction pour ne pas garder leur cas. On fait ça avec un petit schéma. Là, on a une population de points bleus, enfin de points, ils ont des couleurs différentes. Si on imagine. Attends, apparemment, excuse-moi, mais le son ne passe pas. Non, l'image ne passe pas. D'accord. Sur la slide, on voit rien. Sur la slide, on voit rien. Alors attends, on va fixer ça. Donc, pour ceux qui tentent de suivre, à l'écran, on a donc un cercle dans lequel apparaissent d'autres cercles bleu clair, avec un cercle jaune, un cercle vert et un cercle rouge. Et donc, les cercles bleus représentent une population d'animaux. Voilà. Et donc, on a tout l'ensemble de ces petits points représente une population d'animaux. Il y a beaucoup de bleu, un petit peu de jaune, très peu de jaune, très peu de vert, très peu de rouge. Donc ça, ce sont des caractères, enfin des aspects d'un point de vue physique qui sont rares, on va dire. Voilà, c'est ça. Si on doit faire une sélection sur la couleur, qu'est-ce qu'on va faire? Admettons que j'ai envie d'avoir que des points bleus, je vais prendre les bleus,
je vais les faire reproduire entre eux et je vais obtenir une population de bleus. Jusque-là, ça se tient. Voilà. Et on peut faire pareil avec toutes les autres couleurs en prenant uniquement les reproducteurs pour la couleur qui nous intéresse. Et comme ça, à partir d'une population, on peut obtenir plusieurs petites populations qui auront chacune des caractéristiques différentes. Mais pour ça, c'est compliqué parce que mine de rien, tes points jaunes, si tu n'en as qu'un seul dans une population, il va falloir que tu en trouves un deuxième ailleurs pour les faire se reproduire entre eux. Voilà, alors après, ce que tu peux faire, c'est faire reproduire un jaune et un bleu. Tu auras plusieurs descendants parmi lesquels tu peux espérer qu'il y ait du jaune. Tu croises les descendants eux avec de la consanguinité et tu arriveras à sélectionner tes jaunes comme ça. Et ce qui est assez dingue, c'est que du coup, il y a quand même de fortes potentialités, qui est de la consanguinité, et tu dis comment est-ce que les animaux restent viables malgré tout? Parce que si tu les croises toujours entre eux... La consanguinité a très souvent des effets délétères, mais c'est pas automatique non plus. C'est-à-dire que correctement utilisée, c'est-à-dire pas trop intensivement, surtout, elle peut permettre quand même d'aider à faire une sélection. Je dirais même que si les éleveurs n'utilisaient jamais la consanguinité, même à un faible taux, ils auraient bien du mal à faire de la sélection probablement. Mais c'est vrai que du coup, plus on utilise une consanguinité forte, c'est-à-dire en croisant des individus qui sont très apparentés entre eux, plus on risque de voir apparaître des maladies génétiques, parce que, tout simplement, on va expliquer après pourquoi. Eh ben, on garde le suspense pour après. Voilà, on garde le suspense pour après. Donc ça, c'est la sélection artificielle. C'est assez facile, assez intuitif à mettre en place en fait. Il suffit de trier les reproducteurs, on garde ce qu'on veut, on élimine ce qu'on ne veut pas, et on finit par obtenir des populations qui ont des caractéristiques telles qu'on l'a décidé au départ. Ok. Et dans la nature, comment ça se passe? Imaginons un arbre avec des oiseaux. Il y en a des verts, il y en a des jaunes, il y en a des rouges, ils sont tous de la même espèce. On peut imaginer que c'est plus intéressant d'avoir un plumage qui permet un bon camouflage. C'est-à-dire qu'un oiseau rouge, par exemple, qui se détache super bien dans l'arbre vert, il va être tout de suite vu par un prédateur. C'est lui qui a vraiment plus de chances d'y passer en premier, probablement même avant sa première reproduction. En gros, dans notre cas un petit peu imaginaire, plus l'oiseau se détache par rapport au feuillage de l'arbre, moins il a de chances d'arriver jusqu'à l'âge de sa première reproduction. Du coup, à notre première génération, voilà, on a plein d'oiseaux qui sortent du nid, mais arrivé à l'âge de la reproduction, il ne reste plus que ceux qui, avec un plumage qui leur permet de passer relativement inaperçus. Du coup, ils vont se reproduire entre eux, il n'y a que des vers clairs et des vers foncés. Une génération suivante, on aura des oiseaux vers clairs et vers foncés, et ils auront hérité des caractéristiques de leurs parents. On fait simple. On compliquera un petit peu après. Donc, ça, c'est typiquement un exemple de sélection naturelle stabilisante, c'est-à-dire que le temps passe, même s'il y a des variations de plumage qui apparaissent, elles sont éliminées au fur et à mesure de la reproduction et du coup, la population est stabilisée vers une certaine, là en l'occurrence, couleur ou camouflage et tous les extraits sont éliminés de la reproduction au fur et à mesure. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir à quel niveau agit la sélection. Est-ce qu'elle agit au niveau de l'individu? Est-ce qu'elle agit au niveau de la population, ou même de l'espèce? On entend très souvent dire « Ah, mais ce caractère-là, il ne faut pas le sélectionner parce qu'il n'est pas bon pour l'espèce. » L'espèce, il faut qu'un caractère soit bon pour la survie de l'espèce si on veut qu'il soit sélectionné dans la nature. Donc, il y a la possibilité aussi que la sélection agisse au niveau des chromosomes, qui sont les supports de l'information génétique, ou bien carrément même au niveau des gènes, qui sont une manière simple de définir un gène, là, comme ça, à froid. C'est pas simple. Voilà, c'est un petit morceau d'information génétique qui code pour un caractère particulier.
par exemple, on va étudier pour la couleur du plumage. Donc, c'est une question importante de savoir à quel niveau va agir la sélection. Toi, tu dirais quoi? Moi, j'ai envie de dire, tout est un peu interconnecté en fait. Je vois pas comment on peut agir sur un individu qui va se reproduire sans agir sur une population, puis sur une espèce, puis sur les gènes, enfin, tout est lié. Ouais. Plus ou moins. Effectivement. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va examiner un cas qui va peut-être nous permettre de donner quand même un indice intéressant. Est-ce que tu penses que cette scène représente? Alors, j'ai pas entendu le début. Est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît? Ah oui. Est-ce que tu vois ce que cette scène représente? On n'a pas la slide. Là, en fait, j'ai toujours ta slide avec à quel niveau agit la sélection. Et elle est pas où? Je pense qu'il y a un léger bug avec ta présentation. Parce que là, moi, je vois à quel niveau agit la sélection avec individu, population, gène, chromosome, espèce. C'est peut-être le flux qui Là, c'est la slide suivante, en fait, il nous prend une photo. Ah, peut-être qu'il veut pas. Il sature, il dit que c'est trop pour lui. Peut-être désactiver le partage d'écran, réactiver. On me suggère que tu désactives le partage d'écran et que tu le réactives. Voir ce qui se passe. Ah, c'est une bêta, hein. C'est une bêta. Coucou. Est-ce que tu vois Alors, là, je vois ton visage et j'entends ta voix qui est coupée. Le visage figé. Ouais, et le visage est figé. Attends, c'est Donc, quand on voit la slide. Est-ce qu'il est bien branché sur. Ah oui, non, ça marche très bien, c'est juste sa slide, il y a une slide qui passe pas. Ah, alors, là, on voit un lion avec un lionceau dans la gueule. Et le lionceau n'a pas l'air en bon état. Non, effectivement. Très bien. C'est comportement. Évidemment, et que tu fasses souvent, on trouve aussi chez un certain nombre d'autres espèces. Donc, ce qui se passe, les lions, dans la vie, le roi lion a essayé de mentionner en meute. Alors là, au niveau de ton son, excuse-moi, on t'entend assez peu, mais si j'ai bien suivi ce que tu dis, c'est que là, en fait, tu parles des comportements où les mâles adultes vont tuer les petits loups pour pousser ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que mères et les mâles vont essayer de restituer de femelles. Si un mâle jeune arrive à terrasser un mâle en cache, la première chose qu'il va faire, c'est de tuer tous les lions. Donc en fait, parce que je suis pas sûre que donc je répète un petit peu comme un perroquet, mais parce que je suis pas sûre que les gens aient entendu à cause des coupures de son. Mais donc le principe, c'est qu'en gros, les mâles lions, quand ils arrivent dans un règne de lionnes, ils tuent tous les lionceaux qui sont donc nés de l'union précédente du mâle qui était en place, pour donc rendre les femelles de nouveau fécondes, s'accoupler avec elles et faire en sorte que les petits soient les leurs, c'est ça? Voilà. C'est bien suivi. Donc je pense que la leçon est revenue, on va pouvoir reprendre tes explications. Donc, imagine deux lions. Il y a un qui fixe ce comportement. Il faut savoir que c'est un comportement génétiquement déterminé. Donc, les lions n'ont pas besoin d'apprendre. C'est quelque chose qui va faire sans avoir fait aucun critère. C'est quelque chose qui nous fait de manière innée. Excuse-moi, le son passe très très mal. Donc, si j'ai bien tout suivi, attends, on va faire la paraphrase, ça va être sûr. Tu es en train de me demander si le comportement donc, où les lions vont tuer les lionceaux, c'est transmis génétiquement, c'est ça? Alors, je pose pas la question. C'est génétique. C'est les comportements innés qui ont besoin de l'apprendre, ils n'ont pas besoin de l'avoir vu faire d'autres lions. D'accord, donc est-ce que les lions donc, adultes tuent les autres parce qu'ils l'ont vu faire par d'autres lions adultes, ou est-ce que c'est dirigé entre guillemets par leurs instincts? C'est ça l'idée, c'est ça la question. Voilà, ça, très bien. On sait en fait c'est dirigé par leurs instincts, il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas besoin de vous faire avant. J'entends l'émotion de c'est l'enfer. Je suis désolée. En plus, on a les cloches qui sonnent au fond. Est-ce que tu peux redire ce que tu viens de dire? Donc, je disais que ce comportement sensible des lions
il est instinctif, il n'a pas besoin d'être appris. D'accord, donc c'est un comportement qui n'a pas besoin d'être appris. D'accord, ok. Voilà. Donc il serait transmis d'un point de vue génétique. Exactement. Donc ce qu'on appelle inné quand on prend les termes un peu plus anciens. D'accord, ok, nous sommes tous d'accord, donc. Par contre, ta Skype elle devient dégueulasse, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, on va pas se laisser perturber. Je t'en prie, continue. Voilà, et donc si on s'agit de lions, un lion qui fait son comportement et un lion qui ne l'exprime pas, donc un lion qui porte le gène ou les gènes responsable de ce comportement et un lion qui ne le porte pas, si on compare un plusieurs odeurs, on va tout de suite se comprendre que celui qui tue des lionceaux va permettre à lion un plus beaucoup rapidement. Et donc, il faut qu'on à lui, beaucoup plus vite, le lion va attendre d'abord d'élever des lionceaux de prédécesseurs. C'est clair, là, comme ça? Bah en fait, c'est le concept que tu expliques est relativement clair, mais j'entends qu'un mot sur deux. Alors je me dis qu'il faut que j'essaie de paraphraser ça avec mon micro pour qu'on l'entende, mais c'est compliqué. Donc en fait, si j'ai bien suivi ce que tu as dit, c'est que... Alors, que je ne dise pas de conneries. Les lions qui tuent, en fait, vu qu'ils tuent les lionceaux, ils vont se reproduire à nouveau, ils vont transmettre leurs gènes à leur propre descendance. Ce qui veut dire que les lionceaux dont ils sont les parents vont eux aussi porter le gène de l'infanticide, c'est ça? Très bien. Ok, nous sommes d'accord là-dessus. Par contre, après, c'était compliqué parce que j'ai pas entendu un mot de ce que tu as dit. Je sais qu'un lion qui ne porte pas ses gènes. Ouais. Donc un lion qui n'a pas le gène de l'infanticide. Ouais. Il va avoir moins de descendants. Il va avoir moins de descendants, oui, forcément, parce que du coup, il va élever les petits de la ligne précédente. Mais ça, pour de vrai, dans la nature, ça existe, des jeunes lions qui prennent une troupe de lionnes et qui ne tuent pas tout le monde? Voilà, non. C'est justement, ils n'ont pas d'exemple, donc ils disent pas la vue. Ouais, parce que, enfin, des fois, dans les documentaires, ils viennent pas genre, oh tiens, plein d'enfants adoptifs, trop cool. Non, en général, ils tuent tout le monde. Ok, d'accord. Mais dans la théorie, c'est peut-être envisageable. Dans la théorie, c'est toujours envisageable. Le problème, c'est que si un tel lion apparaît, il va pas avoir beaucoup de descendants. Et du coup, le caractère ne va pas se transmettre. Par rapport au je suis perplexe, il y a des gens qui me font des signes et le son coupe. Excuse-moi, j'essaie de rester concentrée et professionnelle. Allons-y. C'était clair. C'était clair? D'accord. Bien. Ouais. Très bien. Et du coup, on a un caractère qui, a priori, est complètement défavorable parce que ces petits lions qui ont commencé à être élevés par les lionnes et le premier lion, ils ont été produits comme ça, à produire bébés. Donc, d'un point de vue de la l'espèce générale, ce caractère de tuer les lionceaux, d'être infanticide, c'est complètement contre-productif. Alors, tu es en train de me dire que l'infanticide est contre-productif? Pas du tout d'espèce. D'un point de vue de l'espèce, oui, parce que du coup, il y a moins de lions, globalement, qui vont rester en vie. Plutôt que d'avoir, par exemple, 3 lionceaux du lion numéro 1 plus 3 lionceaux du lion numéro 2, il n'y en aura plus que 3 parce que le lion numéro 1 aura tué ceux du lion numéro 2 aura tué ceux du lion numéro 1. Très bien, oui, voilà. C'est ça, exactement, tout est clair. Les lionceaux qu'on a élevés avec beaucoup d'efforts en leur produisant de la nourriture, du lait, de sources, voilà, ils sont même sacrifiés par un mâle qui et qui est tué pour lui. Pour une vue de la espèce globale, c'est pas du tout productif. Ouais. Donc j'essaie de redire ça plus clairement pour ceux qui essaient de suivre. Donc concrètement, un lion qui pratique l'infanticide, du coup c'est rentable pour lui d'un point de vue de l'individu parce qu'il va transmettre ses gènes à ses lionceaux et donc transmettre son patrimoine génétique, etc. Mais d'un point de vue d'espèce, vu qu'il a tué 3 lionceaux en plus de ceux dont il pourrait être le père, c'est vrai qu'on réduit le nombre de lions vivants. Et donc là c'est du coup complètement contradictoire. Ce qui est avantageux pour l'individu seul n'est pas avantageux pour l'espèce. Ok, nous sommes d'accord. Voilà. Et donc, du coup, ça nous donne une bonne piste pour comprendre à quel niveau agit la sélection. Et de ce point de vue-là, elle agit préférentiellement, donc pas au niveau de l'espèce, il peut y avoir des caractères qui sont complètement
non productifs pour l'espèce qui sont quand même sélectionnés. Idem pour la population, l'individu. En réalité, ce qui est sélectionné, ce sont les gènes. Et on peut même dire que nous sommes des avatars que nos gènes ont inventés pour les reproduire. Donc en fait, nous serions que les outils de nos propres gènes. Exactement, des genres de vaisseaux où les gènes ont fabriqué pour les reproduire les plus efficacement possible. Un peu comme des petits parasites, quoi. C'est mignon, mais oui. C'est un peu inquiétant quand même comme vision de la chose. Mais c'est une vision qui permet de comprendre de manière très efficace comment la sélection naturelle se fait en réalité, puisque en examinant le monde vivant par ce prisme, d'un seul coup, beaucoup de choses s'expliquent qu'on n'est pas capable d'expliquer autrement. Notamment, comment est-ce que des comportements d'infanticide ont pu être sélectionnés, comment est-ce que des comportements comme ça ont pu être sélectionnés. Et en réalité, c'est pratiquement le seul prisme qui permet d'expliquer pratiquement tout. Non, il reste encore plein de questions, mais disons que c'est quand même redoutablement efficace. Mais après, il y a aussi des... Alors, je vais peut-être un peu t'embêter, hein, tu le dis si je t'embête trop, mais il y a des cas de figure où il y a des animaux sociaux qui mettent clairement en avant le groupe plutôt que l'individu. Par exemple, toutes les espèces de... Enfin, par exemple, dans un groupe de loups, il n'y a que le couple dominant qui va se reproduire. Donc les enfants de ce même couple, bah, c'est pas dit qu'ils transmettent leurs gènes. Et pareil pour les insectes sociaux ou d'autres espèces sociales comme par exemple les ratopenus. Non, mais en fait, ça marche très bien. C'est simplement que c'est pas une transmission génétique directe. Si tu prends les insectes sociaux, ça marche pareil avec les loups, je pense. Mais même si les enfants, donc les ouvrières fourmis, mettons, ou les jeunes loups, ne transmettent pas leurs gènes directement, ils portent quand même les mêmes gènes que ceux de leurs parents, et en étant altruistes vis-à-vis de leurs parents, ils favorisent la production d'autres individus sexués. Oui, c'est vrai qu'en aidant, du coup, ils ont plus de frères et sœurs et il y aura le même patrimoine génétique que le. Et même chez les fourmis, ça va encore plus loin parce qu'il y a plein d'espèces de fourmis. Alors là, j'ai pas de slide, mais chez qui, en réalité, les sœurs sont plus apparentées entre elles qu'avec la propre descendance qu'elles pourraient avoir si elles en avaient une pour les ouvrières. C'est-à-dire que c'est plus rentable, enfin, elles ont plus de gènes en commun avec leurs sœurs sexuées dont elles vont prendre soin qu'avec les descendants qu'elles-mêmes pourraient avoir si elles n'étaient pas stériles. Et en réalité, du coup, c'est ce qu'on appelle de la sélection de parentèle, c'est-à-dire que c'est pas leur action vis-à-vis de leurs proches parents. Elles vont favoriser la reproduction de leurs proches parents avec beaucoup de gènes en commun, comme si elles favorisaient la dissémination de leurs propres gènes. Simplement, c'est pas direct, c'est indirect. D'accord. Mais le fait de parler de sélection de gènes permet aussi très bien d'expliquer l'altruisme de parentèle. D'accord, donc ça se tient. C'est juste que c'est moins direct que s'ils transmettent directement leurs gènes. D'accord. Mais donc ça, ce sont notamment les travaux de Hamilton qui ont permis de le voir. Et c'est très efficace comme représentation, comme mode de compréhension. Ouais. Quelqu'un peut me à ce qu'elle je sais pas ce que je vais faire. Très bien, ok. Voilà. Et du coup, on peut se poser la question de savoir ce qu'est un caractère avantageux. Donc, dans l'absolu, on pourrait, parce que dès qu'on parle de sélection, notamment si on parle de sélection des espèces domestiques, on va vouloir avoir des individus qui survivent le plus possible, voilà. Et donc, on peut se demander si c'est dans l'absolu un bon caractère, un bon gène, un caractère avantageux. Par exemple, est-ce que c'est avantageux d'avoir des poils longs ou des poils courts? Il suffit d'y penser 5 minutes pour se rendre compte qu'en réalité, il n'y a pas de caractère avantageux dans l'absolu,
dans le sens où tout va dépendre de l'environnement dans lequel on vit. C'est-à-dire, si on vit dans un environnement très froid, ça va être avantageux d'avoir des capacités à se protéger du froid, donc par des poils longs, une couche de graisse épaisse, tout ce qu'on veut. Si on vit dans un pays chaud, tout ce qui était avantageux au froid devient désavantageux au chaud. Ça ne sera plus du tout. Ouais. Voilà. Donc, en fait, pour savoir si un caractère va être sélectionné, donc s'il est avantageux du point de vue de la reproduction du individu, il faut déjà les examiner un par un. Ensuite, voir que l'environnement d'un individu est constitué de multiples facteurs qui peuvent être variables dans le temps et dans l'espace, et aussi que l'environnement d'un gène, ce sont les autres gènes qui sont portés par le même individu. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gènes qui vont coder pour donner des dents hyper tranchantes. Si on n'a pas un estomac de carnivore capable de digérer la viande, ça ne sert à rien. C'est pas très rentable. Ouais. Voilà. C'est un peu un couteau suisse en fait. Ça sert à rien d'avoir la scie sans la pince et la pince sans la lime et ce genre de choses. Exactement, exactement. Donc, un caractère ne peut être sélectionné que s'il est favorable à la reproduction de l'individu qui le porte. Et non pas à sa survie, comme on entend tout le temps que l'évolution c'est la survie du plus fort. Pas du tout. C'est la reproduction du mieux adapté à son environnement tel qu'il est à cet instant-là. D'accord, donc le but ultime, si je comprends bien ce que tu dis, c'est se reproduire. Le but ultime des gènes, c'est vraiment se reproduire et rien d'autre. Même si la survie de l'individu, du coup, risque d'être compromise par cette reproduction. Exact. Montre religieux. Des espèces comme les pieuvres. Comme les montres religieuses. Ou les pieuvres, comme je disais. Je t'ai coupé. Des pieuvres qui vont mourir dès la fin de leur première reproduction. Elles investissent toute leur énergie dans la première reproduction et ensuite elles meurent. On pourrait se dire, ah bah c'est pas très avantageux. Mais en fait, si, compte tenu de la quantité de descendants qu'elles peuvent avoir, c'est ce qui a été sélectionné. Donc c'est ce qui était la stratégie de reproduction la plus efficace, compte tenu de leur environnement et de leur mode de vie. Ok. Donc, revenons à nos oiseaux. Donc nos oiseaux verts dans notre arbre vert, avec quelques oiseaux jaunes, quelques oiseaux rouges, etc. Donc on a vu, ça c'est un exemple de sélection stabilisante, c'est-à-dire c'est une sélection juste sur la capacité de camouflage des oiseaux en fonction de leur plumage. Voilà. Et donc ce qu'on peut observer, c'est qu'au départ, à la première génération, on avait beaucoup de variabilité, plein de couleurs. À la génération 2, cette variabilité a diminué. Donc l'action de la sélection dans ce modèle-là, ce serait de réduire la variabilité d'une espèce. Ça veut dire que tous les individus vont tendre à se ressembler alors. Exactement. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il n'y a pas des cas où la sélection permettrait de maintenir une diversité à l'intérieur de l'espèce? Donc, on peut imaginer une situation où l'environnement soit variable dans l'espace ou dans le temps. Voilà, typiquement le cas, on aurait des arbres verts et des arbres jaunes, soit parce qu'il y a une partie de la population d'arbres verts et une partie qui est jaune, soit une partie de l'année, les arbres sont verts et une partie de l'année sont jaunes. Et du coup, le camouflage, passer camoufler les oiseaux, mais en même temps, les oiseaux jaunes dans les arbres verts, ils ne sont pas du tout bien camouflés, mais si dans les arbres jaunes, sont verts, sont désagrégés. Alors, j'essaie de reprendre parce que le son est coupé. Alors, en fait, ce que tu dis, c'est que selon l'environnement, on va sélectionner certaines couleurs. Par exemple, si les arbres deviennent jaunes, les oiseaux jaunes seront avantagés et il y en aura plus dans la population. Exactement. Je reprends un peu bêtement ce que tu viens de dire, hein, mais c'est juste que vu que le son coupe, je vais être bien sûr que les auditeurs puissent bien entendre ce que tu viens de dire. Je comprends. Donc, par exemple de sélection, ou au contraire, on va maintenir une certaine diversité simplement par la présence d'une variabilité de l'environnement. Comme l'environnement est variable, eh bien, les caractères sélectionnés vont varier avec. Donc, au lieu d'avoir une sélection qui va diminuer la variabilité en fonction que les oiseaux verts, voilà, en fait, elle va conserver une variabilité en favorisant tantôt vert, tantôt jaune. Ok, jusque-là.
Je suis. Après, on peut voir un autre mécanisme qui est celui du compromis évolutif. Imaginons que chez nos oiseaux verts, il y ait quelques oiseaux qui soient rouges et que ceux-là sont jugés par les oiseaux verts les plus séduisants du monde. Du coup, il risque d'y avoir plus d'oiseaux rouges s'ils réussissent à trouver des partenaires à chaque fois. Voilà. Du coup, s'ils arrivent à se reproduire, les oiseaux rouges, il va y avoir la deuxième génération d'oiseaux rouges dans la population. Mais là, il y a clairement un compromis à trouver. Oui, parce que les oiseaux rouges risquent toujours de se faire manger par les prédateurs. Exactement. C'est-à-dire que l'oiseau rouge, le camouflage peut être bon quand il est vert, mauvais quand il est rouge. La séduction, elle peut être bonne quand l'oiseau est rouge et mauvaise quand l'oiseau est vert. Est-ce que mon petit diagramme s'affiche correctement là? Alors, il y a les deux arbres avec les oiseaux qui s'affichent correctement. En revanche, pour ton histogramme ou ta courbe, j'ai juste les axes. Oui, c'est normal. C'est normal. Et bien tout s'affiche correctement. Parfait. Là, normalement, il y a deux points qui viennent d'apparaître. Oui. Donc le premier qui représente un oiseau vert, celui-là, il a un bon camouflage et une mauvaise séduction. Et le point qui représente l'oiseau rouge, donc l'oiseau rouge, il a un mauvais camouflage, mais une bonne séduction. Et donc ça, en fait, ce sont deux stratégies différentes que les oiseaux ont de manière absolument consciente à voir, bien sûr, puisqu'ils ne choisissent pas leur couleur. Mais ça va permettre la sélection va faire qu'il va y avoir une certaine variabilité génétique qui va être maintenue, puisqu'on va pouvoir avoir aussi probablement tout un tas d'intermédiaires qui vont être plus ou moins bien camouflés, plus ou moins séducteurs. Mais du coup, ça va permettre, le compromis évolutif va faire que la variabilité génétique va être maintenue. Donc, la sélection naturelle ne fait pas forcément que diminuer la variabilité génétique, elle peut aussi la maintenir. Donc, pour vous montrer que je ne raconte pas que des bêtises avec les oiseaux verts et les oiseaux rouges, ça c'est un exemple, c'est deux individus d'une même espèce, qui sont des électus, et la femelle est rouge. Alors attends, en revanche, là tu parles des éclectus, moi je sais à quoi ça ressemble, mais le diaporama l'a pas affiché. Oh, jolie photo. Mais oui, surtout que c'est très cool les éclectus. Moi je les appelle les perroquets Mario, parce qu'il y en a un, il a cette petite salopette avec le rouge et le bleu. Alors, on essaie peut-être de revenir en arrière avec la slide. C'est bizarre parce que là ton son passe bien au niveau du débit. Alors est-ce que ça vient de nous? Je ne sais pas. En plus mon âge est en lâché. Je suis toute seule devant mon écran et mon micro et... Alors... Je vois ton Skype, je vois la fenêtre qui se réouvre. Ah, je crois que ça marche. Vas-y. Oui, on voit très bien les éclectus. Donc, parfait. Comme tu disais, donc il y en a un vert, un rouge, et c'est la même espèce. C'est la même espèce, c'est le mâle qui est vert et la femelle qui est rouge. J'apprends rien à une spécialiste des oiseaux comme toi. Oh oui. Et donc voilà un exemple d'espèce où il y a des individus verts et des individus rouges. Voilà. Alors par contre, il n'y a pas d'intermédiaire là, mais c'était juste pour montrer que je ne racontais pas que des exemples complètement imaginaires. Mais sauf qu'il y a, pour le coup, chez les éclectus, enfin je me trompe peut-être, mais est-ce qu'il y a des intermédiaires? Est-ce qu'il peut y avoir des mâles moins rouges? Non, c'est ça en fait, c'est toujours il n'y a pas l'un ou l'autre. D'accord. Il n'y a pas d'intermédiaire, et là c'est vraiment un dimorphisme sexuel. Alors que dans mon exemple, c'était plutôt une variation à l'intérieur du même sexe. Oui, oui. Voilà. Très bien. Mon exemple je ne parlais pas des éclectus. L'éclectus, c'est juste pour montrer qu'il ça existe, les oiseaux rouges qui font beaucoup de même espèce. Mais c'est pas exactement le modèle que j'ai fait. Non, mais ça marche bien. Il y a un autre mécanisme qui réduit la diversité génétique, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Oula, comme la dérive des conscients. Allons-y. Voilà, à peu près. Donc, l'idée de la dérive génétique, c'est que quand on se reproduit, par exemple, quand chez nous, tu sais qu'on a deux exemplaires de chaque gène, un hérité de notre père, un hérité de notre mère, et à chaque fois qu'on se reproduit,
chacun de ces deux exemplaires a la même probabilité d'être transmis à la descendance. Ouais. Mais il se peut très bien qu'il y en ait un qui soit jamais transmis, même si on a deux, trois descendants, on peut par hasard le mettre. Donc dans ce cas-là, il y en a un qui sera perdu. C'est la grille génétique. On peut aussi imaginer un cas où un individu naît avec un caractère particulièrement avantageux pour survivre et se reproduire dans son environnement. Simplement, il n'a pas de chance, il va se prendre une couche sur la tête, ou alors à sa première reproduction, il ne va pas transmettre ce caractère-là par hasard. Et ça, c'est de la grille génétique. Le caractère va être perdu par hasard. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est avantageux ou désavantageux, ça n'a rien à voir, c'est juste une question de malchance. D'accord, c'est juste que des fois, pouf, il y a des caractéristiques qui disparaissent parce qu'elles ne sont pas sélectionnées par, on va dire, une sélection aléatoire des gènes. Non, alors la sélection n'est pas aléatoire. La sélection, c'est une pression exercée par l'environnement qui fait que tous les individus qui n'ont pas, qui ne se reproduisent pas assez efficacement, en fait, mathématiquement transmettent moins de caractères à la descendance, puisqu'ils auront moins de descendants. Et alors que là, c'est vraiment la simple probabilité de ne pas transmettre un caractère par hasard. C'est-à-dire que si tu as deux allèles, mettons un allèle qui va coder pour les yeux bleus et un allèle qui va coder pour les yeux marrons chez toi, et que tu as des enfants, il se peut très bien que l'un de tes enfants ait tous les deux du même allèle, mettons celui qui code pour les yeux marrons et celui qui va donner les yeux bleus, disparaissent du coup, puisque tu n'auras pas eu d'enfant qui aura eu ce caractère-là, enfin ce gène-là. Donc là, je vais montrer un petit graphique où on va partir d'une population de, je crois, une dizaine d'individus. On a un gène qui existe en deux allèles, et à chaque génération, on voit la fréquence allélique, là, en données, qui va de 0 à 1. La fréquence, elle va partir à 0,5, puisqu'on a les deux allèles, donc les deux versions du gène qui vont être présentes à égalité. Et on va faire tourner un petit logiciel qui permet de voir si chaque gène, si chaque version de gène a une chance sur deux d'être représentée à la génération suivante. En combien de générations est-ce qu'une des deux versions va finir par disparaître? Okay. Donc, on va aller jusqu'à 700 générations. C'est beaucoup, hein, 700 générations. Oui. Puisque chez l'homme, par exemple, ça ferait, si on estime qu'une génération c'est 20 ans, ça ferait 700 fois 20 ans. Donc, voilà. Donc, il faudrait faire même. Et est-ce que tu vois le résultat qui s'affiche? Je vois plein d'échelles, plein de courbes en échelle de toutes les couleurs. Voilà. C'est un joyeux bazar, mais je le vois. Voilà. Et donc, on suit une couleur à la fois. Donc, une couleur représente la fréquence allélique d'un gène dans une population s'il a une chance sur deux d'être transmis à chaque génération. Et on voit que la plupart, qu'un certain nombre d'entre eux finissent par être fixés, c'est-à-dire qu'on atteint une fréquence soit de 0, soit de 1, ce qui signifie qu'une des deux versions a été éliminée de la population. Alors, en fait, si on attend suffisamment longtemps, toutes les populations vont finir par éliminer une des deux versions. Donc là, pour la population rouge, c'est arrivé en un peu moins de 300 générations. Pour la population vert clair, c'est arrivé en un petit peu plus de 400. La population jaune, c'est arrivé à 550 générations. Orange, 600 générations. Le bleu foncé, c'était 650. Et on voit que là, la rose va probablement pas tarder à être fixée aussi. Il y en a quelques-unes qui restent un petit peu vers le milieu, mais si on faisait tourner pendant encore plusieurs centaines de générations, on arriverait très probablement à une fixation aussi à un moment ou à un autre. Et ça, c'est un mécanisme qui est complètement aléatoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout fondé sur la valeur des allèles en question en termes de reproduction, en termes d'avantages donnés à la reproduction, c'est juste par hasard, il y en a certains qui vont être éliminés.
Ok, mais tout ça c'est quand même assez important, je pense, de souligner que ça se fait pas en 2 jours, quoi. Enfin, l'évolution, c'est vrai que ce sont des processus très lents. Je pense que dans notre livre de bio ou autre, on n'explique pas forcément, mais ce sont des processus qui prennent des milliers d'années, quoi. C'est vrai que là, peut-être pas, mais quand on parle de 300 générations, et encore c'est la plus rapide, c'est quand même Voilà, assez impressionnant, quoi. Tout à fait. Après, ça dépend de la taille de la population, ça dépend de plein de facteurs, ça dépend d'un facteur champ. C'est vrai qu'à côté de ça, bon, c'est pas des choses aussi extrêmes, mais rien qu'on voit les changements morphologiques entre tes 2 siamois à 20 ans d'écart, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Mais là, pour la disparition totale d'un allèle, il faut quand même y aller, quoi. Ouais. Mais c'est un moteur très important d'évolution. Alors, tout ça nous montre. Donc, on a vu 2 mécanismes, la sélection naturelle et les génétiques, et les deux ne peuvent que diminuer ou maintenir la variabilité génétique, mais en aucun cas la faire progresser. Bon, la question qu'on me pose, c'est que. Alors, attends, là on a des soucis de débit à nouveau. J'ai l'impression qu'il fait des grimaces. On va respirer 5 secondes, on se détend. Est-ce que tu peux redire la même chose? Oui, bien sûr. Donc, on a vu 2 mécanismes qui ne font que diminuer la variabilité génétique, vaut mieux la maintenir. Ouais. Et cette variabilité génétique, il a bien fallu qu'elle apparaisse. Il y a bien un moment où des nouveautés génétiques apparaissent dans la population. Et donc la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui augmente la variabilité génétique? Donc qu'est-ce qui va augmenter la variabilité génétique? Ok. Voilà. C'est notre question. Est-ce que tu vois la petite photo là? Alors moi là j'ai toujours ton diagramme. D'accord. Avec les générations qui défilent. D'accord. Ouais. Je pense qu'on a un petit souci de débit parce que le son aussi coupe, donc il n'y a pas d'information d'un coup. Dès qu'il y a une photo, il n'y a plus de son en fait. Dès qu'il y a une photo, il n'y a plus de son, on dit dans l'oreillette. D'accord, bon. On va décrire des images, ça va être sympa. On peut pas gérer des Skype. Ah, ça y est, c'est passé. Ça y est, c'est passé. Là, on voit plein de jolis insectes qui retirent au soleil et des charmantes mouches avec plein d'ailes et plein de choses un peu bizarres. C'était ce que tu voulais nous montrer? Voilà. C'est pas très grave. Quand vous regardez les documentaires animaliers à la télé, je pense à celui qui se passe dans la savane, vous voyez des grands troupeaux de zèbres, des énormes troupeaux d'antilopes, les migrations des gnous, et que vous les regardez entre eux, vous avez toujours l'impression qu'ils sont tous pareils, qu'il n'y a pas de variabilité entre eux, ils ont tous la même couleur, la même taille, la même forme, des cornes de la même longueur, enfin les zèbres n'ont pas de cornes, mais bon, ils ont tous des rayures à peu près identiques. Or, en réalité, quand on les observe de près, on va se rendre compte qu'il y a des différences infimes, comme ont pu le constater les gens qui ont fait des collections d'insectes, donc ils regardaient, bon alors dans le temps ils faisaient des grands tableaux avec plein d'insectes morts alignés de la même espèce. Déjà on peut les observer dans la nature. Et une fois qu'on a appris à reconnaître les espèces, on peut observer qu'il y a parfois d'infimes variations morphologiques. Donc là, il y a des exemples, par exemple, de 3 espèces. Et on voit que, par exemple, dans celle-là, en haut à gauche, il y a des insectes qui sont un petit peu plus verts, d'autres qui sont un petit peu plus bleus. Tout à gauche, il y a une plante. Mais il y a 2 individus qui sont jaune clair et un individu qui est jaune un peu plus foncé. Donc, tout ça, c'est des exemples de variation qui est sous-tendue par des gènes. Donc, ces variations, elles ont été causées par des mutations. Donc, les mutations, c'est un phénomène qui se produit naturellement et qu'on peut aussi provoquer en laboratoire. Là, je vous ai donné un exemple tout en bas de drosophile. Donc, au milieu, on a une femelle drosophile sauvage. À gauche, on a c'est un mâle ultra-bithorax, c'est-à-dire que c'est un mutant qui a, lui, 2 paires d'ailes, parce qu'en fait, il a une répétition de certains segments du thorax qui font qu'il a 2 paires d'ailes. Et à droite, on a une femelle aux ailes vestigiales, puisque là, la drosophile a une paire d'ailes bien développée et une paire d'ailes
atrophiée, mais en fait qui lui sert à conserver son équilibre quand elle vole. C'est des balanciers, il ne faut surtout pas les couper chez une mouche, après elle n'arrive plus à voler droit. Et donc la drosophile aux ailes vestigiales, c'est comme si elle avait 4 balanciers, parce que la première paire est très atrophiée aussi. Donc en fait, là, ce que tu es en train de nous dire avec les mutations faites en laboratoire, c'est que là, en activant, enfin, en reproduisant un gène, ou au contraire, en désactivant un, on squeeze 300 générations en fait. C'est une espèce d'évolution super accélérée, parce que l'activation ou la désactivation d'un gène, sauf cas de maladie rarissime, ça n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Ben si, en fait. Ah. Là, ce qu'on a fait, c'est que on a exposé ces mouches à des agents qui sont mutagènes. C'est des mutations qui sont essentielles, celles-là, donc à des agents mutagènes. Les ailes vestigiales, je me demande même si c'est pas une mutation naturelle, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait, c'est augmenter leur probabilité d'avoir une mutation. On n'a pas choisi quelle mutation. N'importe quelle mutation peut causer soit de petits changements, voire même des changements imperceptibles, ou alors même une seule mutation peut causer d'énormes changements si par exemple elle va se situer dans un gène de développement. Donc là c'est ce qui se passe avec le thorax, qui donne 4 ailes. C'est un gène de développement qui a été muté, et un seul gène permet d'avoir un gros changement morphologique comme ça. Mais après, ça ne veut pas dire que ce gène va être, enfin ce nouveau caractère va être avantageux ou pas. C'est juste qu'en fonction du gène qui est muté, la mutation peut avoir de grosses conséquences ou de petites conséquences. Mais à chaque fois, là en l'occurrence, c'est une seule mutation. Dans un seul gène. Ouais. Donc, les mutations, qu'est-ce que c'est concrètement? Là, on a une coupe cellulaire de morceaux d'épithélium de nous. On voit chaque segment comme ça. Est-ce que vous voyez? Non, on n'a pas changé de diapo, on est toujours avec les mouches là. Voilà. Parce que je me dis, c'est une diapo importante. Donc, on va qu'elle charge gentiment. En fait, je vais quand même la décrire. Donc, on voit une cellulaire. C'est du coup une fois. Ça va rien en fait. Comment? Non, je suis en train de gronder mon ingé son parce que le son coupe à nouveau. Donc je dis qu'il sert à rien. C'est pas de ta faute, le pauvre garçon. Donc je voudrais que tu répètes ce que tu viens de dire parce que j'ai pas tout saisi. Mais c'est un problème de débit, ça va revenir. Mais... Ça va revenir? Ouais, là je t'entends à peu près correctement. Sautons l'occasion. Vas-y. L'image est arrivée? Non, j'ai toujours des mouches. Donc, on voit une coupe. Et donc, chaque cellule a une forme. Non, ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas. Attends que l'image arrive. Est-ce que tu peux attendre que l'image arrive? Ah, voilà. Là, on a une image avec des cellules. Voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que chaque espèce de rectangle, la forme plus ou moins géométrique, c'est une cellule. À l'intérieur, il y a une espèce de rond gris foncé, avec un petit rond noir même. Et ça, en fait, c'est le noyau où est portée toute l'information génétique. Et il y a des points où l'espèce de boubi-boulga gris clair, enfin gris moyen, là, se condense en espèce de vermicelle noir foncé. Ça, c'est les chromosomes. Donc, qui portent l'information génétique. Pardon? C'est une autre forme qui porte l'information génétique, les chromosomes. C'est une sorte de vermicelle, mais qui porte l'info. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que quand une cellule doit se diviser, elle doit recopier son matériel génétique. Et ça, c'est une série de réactions chimiques qui n'est jamais parfaite. Et du coup, il y a des erreurs de copie aléatoires qui se passent. Simplement parce que tout ça, c'est des enzymes qui travaillent et qu'aucune enzyme ne fait jamais un travail absolument parfait. Donc là derrière, il y a toujours des systèmes de réparation de l'ADN qui vont se mettre en place, mais même malgré les meilleurs systèmes de réparation, il y a toujours quelques erreurs comme ça de copie qui peuvent se faire. Ça, c'est les mutations. Les mutations sont absolument aléatoires, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une mutation
serait avantageuse, ou désavantageuse, qu'elle va se produire. Mais il y a des chances qu'elle soit transmise, du coup. Même si c'est une petite mutation, si l'individu arrive à se reproduire, il y a des chances qu'elle soit maintenue dans la population. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas parce que, admettons qu'on trouve une espèce d'animaux qui vit dans un pays chaud et qui a des poils très courts, d'un seul coup, changement climatique, le climat devient très froid, ça serait très avantageux d'avoir des poils longs, mais c'est pas parce que ça serait avantageux que la mutation va se produire. Ça peut très bien ne jamais se produire, l'espèce va mourir. Ça, c'est dommage, quand même. Bah, ouais. Principe, Donc là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis une nouvelle image. on voit les ATCG et puis la double hélice. Voilà, donc c'est une double hélice que j'ai faite à la main, alors elle n'est pas hyper régulière. Elle est très bien, cette double hélice. Elle est très bien. C'est pas arrangé. pour montrer l'ADN, deux brins d'ADN qui forment un grand filament qui peut se condenser en un chromosome. Voilà. Donc c'est quand même une image que à peu près tout le monde connaît, donc on ne va pas s'attarder dessus. Donc ça, est-ce que vous voyez cette image-là nouvelle? Oui, oui, là il faut sauter sur l'occasion, ça fonctionne, tout marche. Super. Croisons les doigts. Je pense qu'elle est plus légère aussi, c'est pour ça. Ça va, Donc, ça. donc là, on a vraiment la représentation de la division cellulaire. Donc on a à la deuxième image, donc là on a une cellule avec deux petits chromosomes. La cellule recopie chacun de ces chromosomes en double. Donc là, on voit que là où il y avait un seul morceau, ben, il y en a deux raccrochés au milieu. Et puis ensuite, ces deux morceaux vont être séparés pour chacun se retrouver dans deux cellules différentes. Donc ils seront chacune identiques, strictement génétiquement identiques à la première. Ça faisait pas, ouais. Mais si on a une mutation qui se produit au moment de la copie sur une des branches, à ce moment-là, cette mutation va passer dans une des deux cellules filles, et donc on aura deux cellules filles qui vont être différentes, à une mutation près, à une erreur de copie près. Ouais. Voilà. Donc, ce qui nous amène à une autre question, à savoir, est-ce que la variabilité génétique est toujours visible? Combien de temps il me reste là pour savoir? Il te reste une dizaine de minutes. D'accord. Bon, Il faut qu'on rentre dans le tel à 20h ta planque. D'accord, donc on va passer rapidement. Ok. Donc là, on a une photo. Une photo qui doit être lourde. Comme on peut l'entendre dans le son, comme on n'a plus de son, c'est que ça va être une image lourde. Alors on va attendre sagement que l'image arrive. L'image arrive. On voit des spermatozoïdes. Voilà, alors, j'ai skippé ma photo. C'est pas très grave. On va faire un fouillis génétique. Oui. Donc là, on voit un spermatozoïde et un ovule. On hérite chacun la moitié de notre bagage génétique du père et de notre père, en tout cas pour celui qui est dans le noyau. Donc voilà, on a le même nombre de chromosomes qui viennent de notre père et de notre mère. Et tout ça, là à droite, on a un karyotype humain, donc 46 chromosomes. On voit que c'est un garçon. Parce qu'il a un X et un Y. Et donc voilà, 23 paires de chromosomes. Chacun de ces chromosomes porte le même nombre de gènes. On peut avoir soit deux versions identiques, comme là à gauche avec deux allèles bleus, soit deux versions différentes, donc deux allèles différents. Là on a un jaune et un bleu dans le deuxième cas. Je pense que jusque-là c'est clair. Oui, écoute, ça me semble. Donc, dans le premier cas, on va dire que l'individu est homozygote pour le caractère concerné. Dans le deuxième cas, il est hétérozygote, parce qu'il a deux versions de gènes différentes, deux allèles différents. Okay. Donc, si on regarde ce qui se passe un petit peu au niveau de certains caractères, donc là, on va regarder ce qui se passe au niveau de gènes de couleur chez différentes espèces, de trois exemples différents. Donc le premier, c'est chez les chevaux. Si on prend un cheval marron clair comme Sarah, on dit alezan, puis un cheval jaune très clair, on dit
crème et qu'on les croise ensemble, les deux sont homozygotes pour des allèles de couleur. Donc le premier est homozygote par marron, le deuxième est homozygote crème. Donc leur descendant va hériter d'un allèle marron clair et d'un allèle clair. Il va donc être hétérozygote et en fait il va avoir une couleur intermédiaire entre les deux, ça s'appelle palomino. Donc c'est une espèce de jaune. Et bien ça c'est ce qu'on appelle de l'additivité, c'est-à-dire que c'est comme si on additionnait la quantité de protéines fabriquées par les deux allèles. Donc là en l'occurrence c'est du pigment. Donc on a un cheval qui fabrique beaucoup de pigments rouges et un cheval qui en fabrique très peu. Et ben ça va nous donner un descendant qui fabrique une quantité intermédiaire, comme si on avait additionné les deux. Donc là c'est vraiment de l'additivité. Donc j'avais appelé les premiers A, le deuxième B, le deuxième est forcément le descendant est comme Ok. Ouais. si on prend des chats, on a un chat noir et un chat gris. Donc le chat noir il fabrique beaucoup de mélanine, le chat gris il en fabrique peu. Si c'était additif, on devrait avoir un descendant intermédiaire qui serait gris moyen, gris foncé. Ouais. C'est pas le cas, le descendant il est noir, comme son parent. Ça c'est ce qu'on appelle de la dominance, c'est-à-dire qu'il y a une des couleurs qui domine l'autre. Une seule dose de ce gène suffit à produire la quantité de pigments nécessaire à ce que le chat soit entièrement noir. Donc là, même l'hétérozygote fabrique la même quantité de pigments que l'homozygote. Et puis, dernier cas, on a là des perruches ondulées qui ne fabriquent pas de pigments jaunes, parce que les perruches ondulées, normalement, ont la tête jaune. Donc là, on a deux perruches ondulées qui ont la tête blanche, mais à chaque fois, c'est dû à un allèle différent. Donc il y en a un, là, c'est des petits quadrillages, et l'autre, c'est des petites hachures. Donc on s'attendrait à ce que le descendant il soit blanc, hein, parce que si c'est additif, ça veut dire qu'il est intermédiaire, donc il est blanc. Si c'est dominant, ça veut dire qu'il est comme l'un des deux parents, donc il est blanc. Et résultat, il est jaune clair. Ça, c'est ce qu'on appelle la superdominance, quand deux allèles différents permettent de fabriquer une dose de protéines, donc là en l'occurrence un pigment jaune, légèrement supérieur à ce que font les deux homozygotes. Donc là ce qu'on voit, c'est que dans certains cas, on peut avoir, dans ce cas-là, très exactement, celui du milieu, on peut avoir un individu hétérozygote sans que ça se voit, puisqu'il a exactement la même couleur qu'un homozygote. Donc, la variabilité génétique, elle est là, il porte un allèle clair, mais ça ne se voit pas sur lui. Donc, la variabilité génétique est cachée. Et ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a l'impression que tous les individus d'une population sont identiques, qu'en réalité, ils sont génétiquement identiques. Il peut très bien y avoir de la variabilité génétique, mais à cause de la dominance, on ne la voit pas. Par exemple, si ton chat noir qui a un allèle gris et un allèle noir se reproduit avec un autre chat gris, il peut très bien donner des petits gris. Exactement. Même si deux chats hétérozygotes se croisent ensemble, ils peuvent avoir des petits gris aussi, 25% très exactement. Dernier mécanisme évolutif, alors celui-là va être rapide à comprendre, c'est ce qu'on appelle les flux de gènes. C'est-à-dire que si on a une espèce donnée qui est séparée en plusieurs populations, qui va pouvoir les gérer un petit peu, par exemple de copénotales, elles vont, ces deux populations, par l'effet de la sélection naturelle qui fait que... Alors, attends, je t'arrête tout de suite. Est-ce que là, tu es en train de passer une image? Parce que là, le son, c'est pas nouveau. Oui. Alors, je pense qu'il faut que ton image passe et qu'ensuite tu parles, parce que les deux en même temps, on ne suit pas. Oui, on a l'image. On a un oiseau rouge, on a un oiseau bleu avec marqué les flux de gènes. Voilà. Donc, pourquoi pas plus? Oui, Si, c'est bon. Tu es là. Ouais. Très bien. On t'écoute. Donc, si on a une espèce avec plusieurs populations qui sont séparées par des éléments de décor, en l'occurrence une montagne, les oiseaux ont un peu de mal à passer, vous pouvez imaginer que l'environnement n'est pas tout à fait le même des deux côtés, qu'en plus il y aura la dérive génétique, et les deux espèces, les deux populations de la même espèce,
ne vont pas forcément être totalement identiques, elles vont peut-être avoir des allèles légèrement différents. Et à ce moment-là, le fait qu'il y ait des migrants qui passent d'un côté ou de l'autre va permettre de réintroduire de la diversité génétique. Par exemple, si un oiseau rouge arrive à passer côté bleu, il va réintroduire des allèles qui codent pour la couleur rouge, et inversement. Donc ça permet aussi d'introduire de la variabilité génétique dans une population. Voilà. Donc ça, c'est le dernier mécanisme évolutif. On a fait le tour des quatre. Donc, sélection naturelle, sélection. Peut être naturelle, peut être sexuelle, en tout cas la sélection. La dérive génétique. Ça, et les mutations qui créent de la variabilité génétique. Et les flux de gènes. Voilà. Donc, avec tout ça, on va jeter un coup d'œil. Est-ce qu'il reste 2 minutes? Oui, je pense que 2 minutes, c'est jouable. Ok. Donc, on va jeter un coup d'œil à la parenté entre les êtres vivants. En général, quand on demande aux gens quels sont les 3 règnes vivants, ça marche très bien pour les écoles. Les élèves vont répondre: ah bah c'est facile, il y a des animaux, des taureaux et des minéraux. Donc les animaux, les plantes et les minéraux. D'accord. Voilà. Là, on va remarquer que les minéraux, c'est pas vivant, donc c'est pas la peine de les dire. C'est sur les cailloux, ça bouge pas beaucoup. Ouais. Voilà, je ne pas permis non plus. Et ensuite. Alors, le son est à nouveau très mauvais, je suis désolée. Est-ce que tu es en train de passer une diapo? Oui. Alors, on va attendre qu'elle arrive parce que c'est pas d'accord. Le sort s'acharne contre nous. Alors là, je veux marquer la parenté entre les êtres vivants avec une diapo toute blanche et un petit point noir. Ouais, c'est ça. On va y arriver. La petite jingle pour attendre. Ouais, c'est un peu bugué quand même. C'est normal? C'est arrivé chez toi? Moi, oui. Ah, chez nous toujours pas. Est-ce que je peux faire ça? Non, là, on a toujours l'écran blanc. Après, peut-être que l'image est très lourde. Hein, donc, Ah, ça y est. Classification phylogénétique du vivant. Voilà. Avec les bactéries, les archées et les eucaryotes. Exactement. Donc ça, ce sont les 3 domaines du vivant qui ont été identifiés en examinant, entre autres, la génétique de toutes les espèces qu'on a pu répertorier. Donc on n'a pas du tout les animaux et les plantes. En fait, plutôt les animaux et les plantes font partie de ce qu'on appelle les eucaryotes, c'est-à-dire des organismes qui ont des cellules avec un noyau bien défini dans lequel est rangée l'information génétique. Les bactéries et les archées n'ont pas de noyau, elles portent leur information génétique différemment. Donc, voilà. On est en rose. Okay. Nous, on est dans le petit triangle rose, là. On peut voir qu'il y a énormément de groupes d'êtres vivants. Il y a un très gros groupe, c'est les bactéries. Un très gros groupe, c'est les archées. Alors, les archées, ça ressemble à des bactéries. Mais c'en est pas. Vu de l'extérieur, ça n'en est pas du tout. On en a dans l'estomac, parfois, ça vit dans des milieux extrêmes. Il y en a un certain nombre d'espèces qui vivent dans des milieux extrêmes, c'est comme ça qu'on les a connus au départ. Donc il y en a qui vivent dans notre estomac, par exemple, parce que c'est un milieu très acide. D'accord. Et puis donc dans les eucaryotes, là en vert, on a quelques groupes de végétaux, en rose on a des animaux, en jaune on a des champignons, et on voit qu'il y a une foultitude d'autres groupes d'espèces qui sont aussi très différentes les unes des autres. Et alors, on voit qu'il y a chez les bactéries, quelques bactéries qui avaient été classifiées dans les végétaux, alors qu'elles ne devraient pas y être, mais qui doivent être des bactéries qui sont plus ou moins chlorophylliennes, enfin, qui pratiquent la photosynthèse. Et donc, on peut voir que l'arbre du vivant est extrêmement diversifié, il est beaucoup plus diversifié que juste plantes et animaux. Les plantes et les animaux ne sont qu'à de tout petits groupes, et plus important, ce qu'on peut voir, c'est que tout le monde est relié. C'est-à-dire que tous les êtres vivants
vivants sont apparentés. On est cousins des champignons, on est les cousins des plantes, et on est aussi cousins avec les bactéries et les archées. Tout ça, c'est une seule grande famille qui avait un seul ancêtre commun là-bas. Donc, faut pas mal le prendre quand on se fait traiter de fougère, au final. Ouais, exactement. Merveilleux. Voilà, et là c'est ma dernière slide, je ne sais pas si elle va apparaître correctement. On la voit, si. Donc c'est l'évolution de la famille humaine. Donc, comme on a vu, la première représentation est fausse, tout simplement parce que les chimpanzés ne sont pas nos ancêtres, ils sont simplement nos cousins, c'est-à-dire qu'on a un ancêtre commun avec eux, mais en aucun cas ils ne sont nos ancêtres. La représentation correcte, c'est celle qui montre le degré, la parenté. Donc, là, on voit qu'il y a les bonobos et les chimpanzés qui sont très apparentés, qui ont ces deux espèces ont un ancêtre commun avec les humains. Et si on prend bonobo plus chimpanzé plus humain, les trois ont un ancêtre commun avec les gorilles. Et comme ça, on pourrait reconstituer l'entièreté de l'arbre vivant jusqu'aux bactéries, aux archées et tout victime qu'on a montré tout à l'heure. Donc chaque embranchement, c'est un ancêtre commun, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc toute cette technique, ça a permis de redéfinir beaucoup le monde du vivant ces dernières années. On a comme ça vu que les oiseaux faisaient en réalité partie du groupe des reptiles, puisqu'ils sont les descendants des dinosaures. Ce qui redéfinit complètement la notion même de reptile, qui ne devrait plus exister, puisque maintenant il faut y inclure les oiseaux. Il y a plein de groupes comme ça, dont on s'est rendu compte que c'était des non-sens biologiques, on continue à les définir tels qu'on les définissait jusqu'à présent. Mais ça, c'est vrai qu'il n'y a que la génétique qui pourrait nous apporter ce genre de réponse. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de savants qui s'étaient quand même rendu compte, qui avaient quand même trouvé les bonnes parentés en observant correctement les différences morphologiques. Mais il y a besoin de la génétique quand même pour confirmer ou infirmer. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les deux. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même certains savants qui avaient remarquablement bien trouvé la parenté entre notamment certains vertébrés ou certaines plantes. Mais la génétique a permis quand même de confirmer ça, voire certaines classifications ont quand même été bien chamboulées ces dernières années et continueront sans doute à l'être les années suivantes. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je vais essayer juste de récupérer ou de demander à une gentille personne à côté de moi s'il peut me récupérer le Ask.fm, voir si on a des auditeurs qui ont des questions à me poser. Mais je ne sais pas si quelqu'un a réussi à remettre le Ask.fm, parce que moi j'ai bidouillé du petit doigt et ça s'est enlevé. Ça mouline, très bien. Pas de questions? Ah, attention. Ça mouline sec. Les gens sont dubitatifs. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des questions qui ne valent pas le coup d'être posées ou il n'y a pas de questions? Mayday. Bon, apparemment pas de questions. Ça a été... Ah, attention, contre-information, qu'est-ce qui se passe? Bon. Il vient de grogner en disant faut que je descende, donc j'en déduis que en fait ta présentation a été unanimement claire et lumineuse et apparemment il n'y a pas de questions pour le moment. Attends, il va vérifier, il va courir parce qu'apparemment il y a un petit problème avec le Ask.fm. Donc peut-être qu'il y a eu des questions mais on n'est pas sûr. Donc il court les 2 escaliers pour descendre dans la salle principale en bas. On vérifie juste ça. Si jamais des gens ont des questions, ils peuvent me les poser aussi sur la page Facebook de Promenade en Évolution. Oui, qu'on va conseiller C'est un prochainement. documentaire que je produis avec le studio Mitrise. Très bien. Et bien écoute, on va les renvoyer vers ta page. Normalement, tous les liens devraient apparaître sur le site du Headband. Donc, ouais. Je répète, donc, la page Facebook s'appelle Promenade en Évolution. C'est ça, Promenade avec un S. Et donc c'est un documentaire que tu filmes, que tu produis avec donc, le studio Mitrise. C'est ça. Et avec le studio Mitrise, exactement. Exactement. C'est le studio Mitrise Science.
D'accord. Et Studio Nutri Science, et ça parle d'évolution. Donc, voilà, n'hésitez pas à hésiter à poser des questions sur la page Facebook. Eh bien écoute, on va envoyer tout le monde à la page Facebook et on va rendre l'antenne. Donc merci beaucoup Virginie, et puis Merci à vous. on te retransmet les questions s'il y en a d'autres qui se perdent sur le site du Headband. Merci pour ta participation et puis à très bientôt. Eh ben, merci beaucoup à vous, j'ai vraiment été ravie de participer à cette première version bêta test de la mort. Voilà, merci beaucoup pour vous et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. À plus.